Voici venu un temps fort de cet événement, de cette 3e édition des Épaules des Géants. Nous allons avoir d'abord une projection d'un film qui sera suivi ensuite d'une table ronde avec les protagonistes de ce film. Alors, on ne va pas vous en dire trop avant parce que le film parle de lui-même. Vous allez assister à une expérience scientifique et aussi à une aventure humaine. 15 personnes qui s'enferment pendant 40 jours dans une grotte, hors du temps, sans montre, sans rien, pour voir quels effets physiologiques sur leur organisme, quelle façon de s'adapter aussi. Celui qui a eu l'idée de ce projet un peu fou est à côté de moi. Il s'appelle Christian Clot, c'est un aventurier. Vous pouvez l'applaudir d'ailleurs, il nous fait l'amitié d'être avec nous. Un aventurier et aussi un expérimentateur scientifique. Sans trop en dire, quelques précisions. Alors déjà, quand est-ce que ça a eu lieu, l'expérience qu'on va voir là ? Oui, alors c'était un sujet qui s'est fait en mars 2021. Vous en avez peut-être entendu parler à l'époque parce qu'il y a eu pas mal de publicité dans les médias. Et donc effectivement, on s'est mis avec une quinzaine de personnes. On était 16 au départ. Et puis malheureusement, il y a une personne qui a dû arrêter juste avant l'expérience. On n'était que 15, 8 femmes et 7 hommes. Et deux choses importantes à préciser. Donc les personnes qui sont rentrées dans cette grotte, à 2 exceptions près, n'étaient donc pas des scientifiques ou des spécialistes. C'était des personnes comme vous, lambda, qui n'avaient jamais vécu une telle expérience. Peut-être un peu plus âgées que la moyenne d'âge de la salle. Plus âgées. Tous majeurs, en tout cas. À partir de 25 ans, parce que voilà, pour des raisons cognitives, on pourra en parler un peu après. Et la deuxième chose, comme c'était tous des amateurs, avec la noblesse de ce terme, toutes les images que vous allez voir ont été tournées par ces personnes, par nous, donc aucun professionnel de tournage n'était dans la grotte avec nous. Donc voilà, c'est vraiment un film qui est fait par les personnes qui ont vécu l'expérience, avec leurs possibilités de travail, et je les remercie infiniment, et vraiment je suis très fier du travail qui a été fait, et j'espère qu'il vous plaira. Alors juste après la projection, on se retrouvera avec Christian, avec une des deep timeuses, c'est-à-dire une des personnes que vous allez voir dans le film qui a vécu cette expérience et qui a participé, et puis une scientifique extérieure au projet qui est une spécialiste du sommeil, et vous allez voir que dans ces conditions, dans une grotte, sans aucune montre, effectivement la question de savoir quand est-ce qu'on dort et combien de temps on dort, elle est omniprésente, et donc on en discutera avec cette scientifique. Bonne projection et à tout à l'heure. À plus tard. Venez donc me rejoindre, ne me laissez pas sur scène. Je vous demande de les accueillir donc. Christian Clot, accompagné de Cora Saccarin, qui est une des deep timeuses que vous avez vues dans ce film, et Armelle Rancillac au centre, chercheuse en neurosciences à l'INSERM et au Collège de France. Cora Saccarin, je voudrais commencer avec vous, parce qu'il y a quelque chose que je trouve assez incroyable dans cette histoire, c'est que le film, quand je vous ai appelé pour préparer un peu cette rencontre, vous m'avez dit « je n'ai jamais voulu le voir parce que je veux garder ce qui s'est passé, cette histoire intacte dans ma mémoire et qu'elle ne soit pas transformée par le film. Mais quand je viendrai ici, ce sera l'occasion de le voir. » Et finalement, vous êtes resté en coulisses et vous n'avez pas regardé ce film. Toujours pas. Vous ne tenez pas à voir ce film. Non. Non, j'ai lu le livre, j'ai vu les photos, mais ça me va bien de garder le souvenir que j'ai et de ne pas le transformer. Ouais. Autant parce que le livre, il y a plein de détails, donc il y a quand même une façon aussi de retravailler un peu vos souvenirs, mais là, l'image, ce serait trop fort, ça plaquerait des images filmées sur vos images mentales. Oui, ça plaquerait une histoire qui est très proche, mais qui n'est pas mon ressenti personnel. Ouais. Alors justement... Alors que le livre, c'est le ressenti de quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. C'est Christian qui a écrit le livre Deep Time. Le titre exact du livre, Christian ? Deep Time, 40 jours sous terre. 40 jours sous terre. Alors du coup, puisque votre mémoire à vous est intacte et n'a pas été transformée par le film, quels sont les souvenirs les plus forts que vous gardez de... On va voir s'ils sont dans le film ou pas, que vous gardez de cette histoire. C'est une question difficile. Ah bah ouais. La première descendant au 2e niveau de la grotte, c'était un des souvenirs incroyables. Ouais, parce que c'est une grotte immense, on l'a vu avec plusieurs niveaux, ouais. Et en fait, vous ne l'avez pas explorée tout de suite, et l'exploration est venue un peu plus tard. En fait, il y avait une partie de terrain d'entraînement que nous avait fait le Spéléo Club d'Ariège, de manière à ce qu'on soit capable de progresser et être capable, en spéléologie, de descendre au 2e niveau. Il fallait être suffisamment autonome pour être capable d'y descendre. Et donc on a mis une dizaine de cycles peut-être
à progresser et on est descendu au bout d'un moment. Ouais. C'est marrant cette façon de parler en cycle, alors que assez rapidement, plus personne n'est vraiment au même nombre de cycles, mais c'est toujours votre façon de s'exprimer. De toute façon, on ne peut pas parler en jour dans cette grotte. C'est le seul repère qu'on ait. C'est le seul repère, c'est ça. Mais comment ça, vous l'avez vécu? C'est-à-dire que très vite, vous avez lâché prise, ou au début, vous étiez quand même en train d'essayer de trouver des moyens de vous y retrouver dans cette obscurité sans montre? Moi, j'ai mis peut-être 3-4 cycles à lâcher prise. D'accord. Donc au début, oui, en fait, je cherchais tout le temps quelque chose auquel me raccrocher. Quoi, par exemple? Les gouttes d'eau. Compter les gouttes d'eau qui tombent comme si c'était un métronome qui rythme le temps. Voir si les choses sont régulières. C'est ce moment où vous vous réveillez et où en fait, par exemple, la première nuit, on se réveille et on ne sait pas si c'est le jour ou pas. Donc j'avais l'impression que, à un moment donné, le jour allait se lever. Donc il fallait que je reste couchée. Parce que je me réveillais au milieu de la nuit et qu'à un moment donné, la lumière allait arriver. Ah oui. Et puis donc je me suis rendormie, puis je me suis réveillée, je me suis rendu compte qu'en fait le soleil ne se lèverait jamais. C'est ça. Et donc il fallait que je prenne moi-même la décision à un moment donné de sortir de mon lit et de me lever. Et puis en fait au bout de 3-4 jours, vous acceptez que ce repère-là n'existe plus. C'est un bon souvenir, ça quand vous y repensez, c'est un moment fort de votre vie, ou c'est une sorte de baptême du feu et plus jamais ça? Enfin, comment vous l'avez en tête? C'est un chouette souvenir, oui. C'est un chouette souvenir, ouais. Je n'ai pas fait partie de ceux qui ne voulaient absolument pas sortir, mais j'y serais bien resté quand même. C'est vrai qu'on va y revenir, mais c'est absolument édifiant la façon dont, quand on vient les chercher, notamment, il y en a deux autour de la table en doudoune jaune, mais on a l'impression qu'on vient leur annoncer une nouvelle terrible, il va falloir sortir, et puis après il y a ceux qui s'effondrent. Enfin, on va avoir l'occasion d'y revenir, parce qu'on voit, ça veut dire qu'ils s'étaient adaptés à cet univers. Christian Clot, ça a été... qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette histoire, de créer cette aventure qui est scientifique, mais pas seulement scientifique. La preuve, c'est que vous la filmez comme une aventure humaine à regarder. Donc l'idée d'en faire un film, c'est que ça va au-delà de l'expérience scientifique, cette histoire. Oui, alors, c'est beaucoup de choses. Avec mon institut de recherche, on travaille vraiment sur cette notion de qu'est-ce que veut dire de changer de condition de vie, en fait. Ouais. Et on devait partir en avril-mai 2020 dans une grande expédition de recherche sur l'impact des climats sur l'humain. Donc on devait partir en Amazonie, on devait partir dans un désert du Moyen-Orient et autres. Et comme vous le savez toutes et tous, en mars 2020, on nous a dit que c'était plus possible. Le confinement. Le confinement. Et c'est vrai que comme pour tout le monde, tout d'un coup, tout ce qu'on a monté se transforme. Et pendant les premiers jours, nous, avec l'Institut, on va créer une étude sur la Covid, donc on est très concentré là-dessus. Puis je vois petit à petit quand même qu'il y a une sorte de délitement. Les chercheuses et les chercheurs de l'Institut commencent à perdre un peu pied. Puis j'ai tout plein d'équipes qui sont là à plus trop savoir quoi faire. Et là, c'est vraiment... on a un marqueur, en fait, à partir de septembre 2020. Sur l'étude qu'on mène, on a 10 000 personnes qu'on suit sur la Covid. Et en fait, à partir de septembre 2020, il y a un marqueur qui commence à venir, c'est que les gens perdent la notion du temps. Et vraiment, c'est dit dans l'étude. On se dit, mais c'est quand même bizarre, c'est quand même fou. Alors qu'on a toujours le soleil, on a toujours les montres, on a toujours tout ça. Mais en fait, les gens n'arrivent plus à se positionner dans la semaine, n'arrivent plus à se projeter mentalement dans le futur. Et on se dit... Et ça m'a beaucoup intrigué. Et là, vraiment, j'ai eu ce flash d'une expérience que j'avais envie de refaire à titre personnel, que vous connaissez peut-être, c'est celle de Michel Siffre, qui a été un précurseur gigantesque de la notion du hors du temps. Donc qu'est-ce que ça veut dire de vivre sans les montres et sans le soleil? C'est le premier qui en 62 va s'enfermer dans une grotte tout seul pendant 2 mois. Et moi, quand j'étais enfant, j'ai lu cette expérience et ça m'avait fasciné. Et dans mon travail d'explorateur, je me suis toujours dit un jour, mais ça, je veux le refaire. Mais quand on fait de la recherche scientifique, il faut une raison pour faire les choses. On se dit, refaire ça, ça n'a pas de sens. Et quand en septembre, on voit ça, je me dis, c'est une sorte de flash, je me dis, mais il faut absolument qu'on aille voir un peu plus ce que veut dire le temps dans le cerveau. Et pour ça, il faut faire ce qu'a fait Michel Siffre, mais il ne faut plus le faire tout seul, il faut le faire avec un groupe. Parce que la société est un groupe. Et c'est comme ça que ça germe. Oui. Donc ça s'est fait finalement très rapidement. C'est le confinement, tous confinés, qui vous a poussé à dire, allons jusqu'au bout de cette expérience et confinons-nous dans une grotte. Pour la petite histoire, je crois que les confinements, il y a eu après les couvre-feux et tout ça, mais pendant que vous étiez dans la grotte, il y a eu encore un 3e confinement. C'est-à-dire que nous aussi, on souffrait quand même à l'extérieur, on n'avait rien demandé. Mais alors vous, justement, vous étiez au courant de quoi? Quand vous étiez dans la grotte, vous n'aviez aucune nouvelle de ce qui se passait autour? On n'avait strictement aucune nouvelle de l'extérieur.
On ne savait pas ce qui se passait dehors, et dehors, ils ne savaient pas vraiment ce qui se passait pour nous non plus. On avait une base arrière qui était devant la grotte, qu'il faut saluer aussi, hein, parce que c'est des tas de personnes qui sont restées 24 heures sur 24 devant l'entrée de la grotte, d'abord pour empêcher que les gens viennent, parce que ça avait suscité pas mal de curiosité quand même, hein, cette expérience. Donc on avait plein de gens qui venaient pour, tiens, si je pouvais frapper à la porte de la grotte pour dire bonjour, mais aussi pour la sécurité, pour plein de choses. Donc voilà, donc on avait cette équipe, et alors nous on était à 10 degrés 100% d'humidité, donc on trouvait que c'était un peu frais, mais eux, ils étaient, c'était en avril, il neigeait, donc ils étaient finalement dans des conditions sans doute plus difficiles que les nôtres, et en plus, avec un point, comme tu viens de le dire, il y a un nouveau confinement qui arrive. Mon collègue Jérémy Roumian, qui a 3 enfants, il est devant la grotte en train d'attendre, puis il reçoit un téléphone, bonjour, l'école ferme demain, faut venir chercher vos enfants. Et tu fais quoi? Donc tu les emmènes avec toi, et finalement c'est créer une petite famille, une petite vie devant la grotte avec des enfants, avec des chats. Eux aussi, ils ont dû s'adapter, ils ont dû vivre l'aventure dans l'aventure. Eux-mêmes, moi je regretterais toujours de ne pas les avoir monitorés aussi, parce que je pense qu'on aurait eu des choses extraordinaires. Enfin bref, voilà, ce qui est fou avec cette expérience, c'est que, et j'insiste là-dessus, et je sais qu'on va repartir sur l'expérience en elle-même, mais il faut quand même le dire, quand on lance Deep Time, on monte le projet en 4 mois, je lance un appel à bénévoles parce qu'il faut l'installer, la grotte. Hein, vous avez vu, j'ai 300 personnes qui nous répondent. Enfin, on a un engouement et des dizaines et des dizaines de personnes qui vont venir nous aider. Alors ça pose aussi une question, ça. Justement, comment on sélectionne? Quel est le profil? Est-ce qu'il y a eu, même si tout s'est fait assez rapidement, une préparation? Comment alors pour la préparation, je vous demanderai à vous, mais déjà, comment s'est fait la sélection de l'équipe? Alors en fait, une expérience comme celle-ci, normalement, ça demande un long temps de sélection. Et la chance qu'on avait, c'est qu'on avait justement cette sélection des personnes qui devaient partir dans la mission climatique. Donc en fait, ils avaient déjà fait tout le processus de sélection, comme Corail avait participé. Et quand parce que tu l'as dit rapidement tout à l'heure, je résume juste. La mission climatique, c'était des environnements extrêmes, une forêt humide extrêmement chaude, un désert hyper sec, avec un petit groupe. On met tout ce monde-là dans ces conditions, on monitore, et puis on voit comment il s'adapte à ces conditions climatiques. Expérience que vous, Christian Clot, vous aviez fait en solitaire par le passé, et là, il s'agissait de refaire l'expérience avec un groupe. Et là, on transpose et on se dit, on va mettre des gens dans la grotte. Donc, je fais 2 choses. La première, c'est que je propose d'abord à ces équipières, est-ce qu'ils ont envie de participer à cette expérience qui est très différente quand même, hein. Vous devez partir en Amazonie ou au lac Baïkal, et là, on vous dit, on va vous enfermer dans une grotte. C'est pas tout à fait le même délire, mais pas mal acceptent, et après on résélectionne quelques personnes supplémentaires, mais dont on connaît les profils, parce que c'est des personnes qui ont participé à d'autres missions et des choses comme ça. Donc on crée quand même un groupe qui est cohérent par rapport à normalement un temps de sélection qui dure environ 18 mois pour nous. Et j'appelle aussi toutes les équipes de recherche avec qui on travaille, qui devaient travailler sur la mission climatique, et je leur dis voilà, on change d'objectif. Et en fait, ils sont super heureux parce que finalement, pendant cette Covid, tout d'un coup, ils ont un nouvel objectif qui est super bon. Donc en fait, on monte un protocole scientifique en 3 mois. Enfin, on pourra en parler, mais ça n'existe pas. En réalité, pour faire des protocoles scientifiques, il faut une autorisation de recherche, une autorisation éthique, ce qui est normal. Hein. Quand on fait la recherche sur humain, on ne peut pas faire n'importe quoi. Normalement, c'est plusieurs mois. Là, on l'obtient en 2 mois. Enfin, c'est un petit miracle, en fait, ce projet. Et je pense que la Covid a beaucoup aidé à ça, parce que tout d'un coup, tout le monde avait envie de faire quelque chose et de participer à une aventure, et c'était génial. Cora Saccharin, vous vous êtes préparé psychologiquement quand vous êtes arrivé dans cette grotte. Enfin, comment on se lance? Déjà, pourquoi vous avez accepté de le faire, et comment vous vous êtes préparé à cette histoire? Alors, pourquoi? Parce que je trouvais que c'était une très belle aventure humaine, et qu'il y avait en plus de ça un objectif qui dépassait l'expérience individuelle. Il y avait un objectif de connaissance et de vivre quelque chose en groupe, qui fait que ça va au-delà de juste de je souhaite faire des vacances un peu engagées avec des amis. Même s'il y a un côté un peu colo de vacances, des fois on a l'impression dans cette grotte. Un peu. Et je trouvais que c'était vraiment source de motivation pour prendre un certain risque. Et après, comment on se prépare nous, on avait déjà toute la préparation physique qu'on tenait quand même depuis plusieurs années auparavant. Mais en fait, dans la grotte elle-même, il n'y avait pas besoin d'avoir finalement une condition physique si importante que ça. Mais vous l'avez découverte le jour même, cette grotte. Il n'y a pas eu de repérage avant. Moi, je l'ai découverte le jour même, oui. Non, mais vous vous jetez un peu dans l'inconnu de façon advienne que pourra. Oui. Vous n'avez même pas été voir pour dire où est-ce que je vais passer 40 jours Non.
Vous connaissiez la plupart des gens, puisqu'ils avaient... Oui, je connaissais s'étaient la plupart des entraînés. équipiers. Mais en fait, j'avais peur que si j'arrive devant, je sois trop impressionnée. Ah oui, vous aviez peur de reculer. Ouais. C'est plus facile d'arriver devant. Et je me souviens de l'avoir vu la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, c'est une vraie grotte en fait. Et puis en fait, c'était le moment où on rentrait et ça s'est fait. Quoi. Une dernière question sur les états d'âme. C'était quoi exactement la règle du jeu? C'est-à-dire que à quel point vous aviez le droit de dire à un moment donné, en fait non, c'est-à-dire que ça fait 3 cycles que je suis là, mais je m'en vais, et vous allez enlever vos cadenas et je sors, ou est-ce que vous aviez dit, bon, je reste, mais si jamais à l'extérieur il se passe le pire, un proche va à l'hôpital, ou pire encore, je veux être prévenu et qu'on me sorte de là, est-ce qu'il y avait des garde-fous comme ça? Alors, je parle sous le contrôle de Christian. Comme c'est une expérience, en fait, il y a toujours la question du consentement, donc on aurait pu sortir si on le voulait, comme par rapport à toute expérience, protocole scientifique, même ceux qui ont eu lieu avant ou après la grotte. En fait, on nous a à chaque fois informés sur le fait que si on ne souhaitait pas les pratiquer, c'était toujours possible. Donc on aurait pu sortir si on le souhaitait. Ouais. Vous pouviez sortir et par contre, est-ce que s'il y avait un problème avec les proches, quelque chose de grave, un décès, est-ce qu'ils ils auraient été informés, Christian? Comment ça se serait passé? On avait posé la question. Ouais. Et on n'avait pas de contact avec l'extérieur officiel. Alors évidemment, si c'était passé quelque chose, mais globalement, chacune et chacun s'exprime par rapport à ça, dire moi je veux pas être informé, moi je veux être informé. D'accord. Là, en l'occurrence, on est en France, on est à Lombrive, donc c'est très facile de sortir. Et si c'est une nécessité, on le fait évidemment. Quand on fait des missions à l'étranger dans des conditions beaucoup plus dures, cette question-là est beaucoup plus prégnante parce que savoir, par exemple, apprendre au milieu de l'Amazonie qu'un proche est par exemple malade ou décédé, ça veut dire que est-ce que je peux sortir de la situation facilement alors que des fois il faut 10 jours pour en sortir de la situation. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Pour Deep Time, on était quand même plus ouvert parce qu'encore une fois, entre l'endroit où on est et puis la sortie de la grotte, il y a 10 minutes, enfin un quart d'heure, quoi. Donc il n'y avait pas de raison d'empêcher ça. Et j'insiste quand même sur ce que vient de dire Cora, c'est très important pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Dans un protocole scientifique, une personne a le droit à tout moment de se retirer et c'est normal, ça fait partie de l'éthique. Donc voilà. Bon, ça c'est pour les coulisses. Oui, Armelle Ranciac. Alors il y en a une qui est sortie, mais elle le dit, mais très très vite. Elle explique pourquoi. Elle dit je suis enceinte et en fait elle est rentrée dans le. En fait c'est la co-réalisatrice puisque vous avez aussi monté le film, Christian, mais Mélusine Malander est rentrée pour un peu former, donner les consignes, si j'ai bien compris, à ceux qui devaient filmer, mais elle savait qu'elle était enceinte en rentrant et donc elle savait qu'elle ne resterait pas les 40 jours. C'était décidé à l'avance. En fait, comme je vous l'ai dit au début, l'équipe de tournage n'était pas des professionnels. Et en fait, l'expérience est montée très vite. On n'a pas vraiment eu le temps de former cette équipe à faire de l'image. On a fait 2-3 choses avant et tout. Et donc, Mélusine Malander, qui elle fait des films depuis des années, est effectivement rentrée. Mais voilà, elle aurait adoré faire l'expérience en entier, mais cette condition enceinte. Quand une personne est enceinte, quand on fait une nouvelle expérience comme celle-ci, comme on ne connaît pas en fait les risques potentiels sur le fœtus, on ne se permet pas de garder des personnes dans ces conditions-là. Voilà. Alors ça c'est pour les coulisses et les à côté, ce qu'on ne voyait pas dans le film. Abordons la question plus scientifique avec vous, Armelle Ranciac. Vous êtes neuroscientifique. Vous n'avez pas participé à cette expérience, mais ce sont vos domaines de recherche. Non, mais tu adorerais. Le sommeil. Il a essayé de me recruter pour la prochaine, ça y est. Déjà, alors, question purement personnelle, parce qu'il y avait des scientifiques dans la grotte qui étaient à la fois cobayes de l'expérience et en même temps qui menaient les expériences, les protocoles. Vous auriez participé, vous, à un truc comme ça ? Très bonne question. Oui. Je pense qu'il me faudrait un grand temps de maturation et de questionnement avec moi-même, parce que je suis très sensible aux effets de la lumière, à la chaleur, donc c'est des conditions particulières. Mais j'avoue que comme je suis très intéressée par le sommeil, mieux connaître mon sommeil, forcément, ça m'attire aussi d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que ça vous a évoqué comme regard de scientifique? C'est-à-dire que cette expérience, qu'est-ce que ça permet de comprendre qu'on ne sait pas, quelles en sont les limites, enfin, le regard de la scientifique extérieure? Moi, je trouve ça fascinant. Notamment, ce qui a été bien souligné, c'est les effets de groupe et de l'étude de groupe, parce qu'effectivement, on sait que quand on est coupé du monde extérieur, on a tendance à avoir des cycles plus longs. Donc ça, forcément, c'est pas vraiment une surprise. Mais tout ce qu'il y a autour, ça va être une source d'informations très intéressante et j'ai hâte que les articles sortent.
Mais bon, c'est vrai que la lumière, on sait que c'est très important parce que le matin, de bien s'exposer à la lumière, ça permet de synchroniser son horloge interne, qui permet de réguler le sommeil. Et là, il n'y a plus d'horloge interne, du coup. Il n'y a plus d'horloge interne, vraiment, on peut dire ça? Elle est plus synchronisée. Ouais. Et du coup, que la lumière électrique n'a pas le même effet que la lumière du soleil sur nos horloges internes? Ça dépend de l'intensité et du bleu qu'il y a dans la lumière, mais ça va être... Et petite précision juste par rapport à ça, c'est nous qui décidions de l'allumer, donc c'est pas comme tout d'un coup une lumière qui t'est imposée, c'est assez différent. Alors oui, mais d'ailleurs vous le dites, il faut qu'il y ait au moins 5 personnes dans la pièce pour qu'on décide d'allumer la lumière, mais ça veut bien dire qu'il y a une synchronisation qui n'est plus sur le soleil, mais il y a quand même une auto-synchronisation. On est déjà socialement, si on veut être avec ses potes ou être pas tout seul, on est un peu obligé de suivre les autres. Et aussi par rapport au moment où les gens décident que... Parce qu'il l'appelait le soleil, cette espèce de grande lumière au milieu. Donc, au moment où le soleil est allumé, ça influence un peu tout le monde aussi. Donc, Et est-ce qu'il y a des personnes qui arrivent à prendre l'ascendant sur les autres parce qu'ils alors ont ça, des est-ce que ça a été montré? Est-ce qu'il y a des leaderships d'horloge pour tout le monde? Christian? Oui et non. Alors, il y a des systèmes de sous-groupes qui se sont créés à certains moments, qui ont été sur des périodes, puis ensuite qui ont changé. Je dirais, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une personne ou des personnes qui ont été leaders sur la notion, tout le temps leaders sur la notion d'allumer ou d'éteindre. Ce qu'on a vu quand même, qui est assez fort, c'est que oui, il fallait être au moins 5 à l'espace et que tout le monde soit d'accord pour allumer la lumière. La réalité, c'est que quand quelqu'un disait « je veux allumer la lumière », il n'y avait pas grand monde pour dire, même si les gens n'étaient pas forcément en accord avec ça, qu'ils auraient bien aimé rester dans le sombre, c'était rare que finalement ça ne s'allume pas quand même. Donc oui, la personne qui voulait allumer, généralement, arrivait à imposer sa vision. Mais ce qui est bien pour le sommeil, en rapport toujours avec la lumière, c'est qu'il y avait une obscurité totale. Et là, je pense que ça devait bien renforcer le sommeil, le calme, l'obscurité. Et rien que pour ça, ça doit être une expérience très agréable de dormir toutes les nuits dans une obscurité et un calme constant. Alors, ils n'ont pas tous l'air de le vivre comme quelque chose d'agréable. Mélusine Malander dit justement qu'elle, qu'elle a peur du noir, que ce noir absolu la perturbe, qu'il y a à la fois la perte de temps, mais aussi la perte de positionnement dans l'espace. Vous l'avez vécu comment ? C'était agréable, c'était une liberté, cette absence de temps. Il y en a aussi qui disent on n'a plus de montre, on n'est plus jamais en retard. Finalement, c'est aussi une grande liberté, quoi. Oui. Alors c'est très perturbant, mais en fait c'est perturbant les premiers jours. Après vous vous y habituez. Ouais. Et oui, moi au bout d'un moment, et je pense pas être la seule, j'ai ressenti une immense liberté sur le fait de pouvoir. En fait, vous n'avez plus de limites dans vos journées. Mais c'est ça qui est paradoxal, c'est que finalement, on vous enferme dans une grotte et au bout d'un moment, vous vous sentez extrêmement libre dans cette grotte. Oui. En fait, ça fait que vous pouvez déjà vous lever quand vous êtes plus fatigué, parce qu'il n'y a personne qui vous réveille. Ensuite, vous pouvez vous dire, je vais commencer par prendre mon petit déjeuner, faire ma méditation, faire mon sport, prendre mon café, papoter autant de temps que je veux avec mes équipiers. Et après... je vais me mettre à travailler, et puis après, on reviendra peut-être manger. Et en fait, il n'y a pas vraiment de limite. La seule limite, c'est celle que vous vous donnez ou la fatigue que vous pouvez ressentir. Et dans ces conditions, comment on fait pour se donner rendez-vous? Parce qu'on voit qu'il y a quand même des tâches. Des fois, vous partez en exploration. Des fois, vous allez nettoyer la grotte. Enfin, on voit tout ce que vous avez à faire. Il y a les protocoles scientifiques. Mais si on ne peut jamais se dire, mais même avec la meilleure bonne volonté du monde, on se retrouve demain matin ou on se retrouve dans 3 heures, puisque plus personne ne sait quelle heure il est. Déjà, il y a un lieu qui est quand même le lieu notre lieu de camp, ce qui fait que finalement on se parle beaucoup plus, ne serait-ce que parce qu'on est dans un lieu, le lieu de vie est beaucoup plus restreint par rapport, on n'est pas du tout dispersé. Et ensuite, moi j'ai plutôt l'impression que ça s'est juste fait. C'est-à-dire qu'au début, ça s'est juste fait. À l'intuition un petit peu. C'est-à-dire qu'à un moment, on arrive avec des mots à quantifier le temps. On se retrouve dans un petit moment, dans l'équivalent de 2-3 heures. Alors, oui, mais ça ne marche pas. Ah, d'accord. C'est-à-dire que on s'est assez vite rendu compte que on n'avait plus vraiment de vocabulaire pour expliquer le temps qui passe. Donc on se finit par désigner ce temps-là avec un vocabulaire très flou, genre est-ce que je suis partie longtemps, très longtemps ou pas trop longtemps? On peut donner quelques chiffres intéressants sur cette notion-là. Par exemple, il y a à un moment donné un débat avec 2 personnes qui disent est-ce qu'il faut aller travailler tout de suite ou est-ce qu'au contraire on a le temps, machin tout. En fait, ils revenaient d'un temps où ils avaient été faire de la photo, donc on devait photographier tous les glyphes de la grotte. Ils revenaient de ce travail. Ils
s'étaient posés pour manger et ils pensaient qu'ils avaient travaillé 3-4 heures. Ils avaient travaillé 12 heures en fait. Ah ouais. Ça, on le sait avec les données scientifiques. Et quelque part, sans avoir l'impression, enfin, voilà, c'est des temps qui passent. Donc c'est assez extraordinaire ça, parce qu'en effet, alors, il y a une organisation qui s'est faite de manière qu'on repère maintenant dans les données scientifiques, mais c'est vrai qu'elle n'était pas ressentie par les équipières, et pourtant qui a bien existé. Puis il y avait aussi des doublons, c'est-à-dire que par exemple sur le travail de photographie des glyphes, il y avait plusieurs personnes qui pouvaient le faire. Il y avait Cora et une autre personne qui était aussi en charge. Donc en fait, il y avait toujours de quoi constituer une équipe, en fait. D'accord. Sur la façon dont, justement, là, on se rend compte que finalement la perception du temps est assez subjective quand on n'a plus de montre, hein, parce qu'entre 3 heures et 12 heures, il y a quand même un gap énorme. Comment, à part le soleil, à part la lumière, comment notre corps ressent le temps ? Est-ce qu'on est équipé d'autres systèmes de montre ? Oui, tout à fait. Il y a différents stimulus qui vont permettre à notre horloge interne d'être timée. Ça, c'est bien connu. Et ce qui a été souligné dans le film aussi, c'est les interactions sociales. Ça, c'est vraiment très, très important. Également, l'heure de la prise des repas, l'heure où on fait du sport. Et oui, essentiellement, si on travaille ou pas, effectivement, ça peut créer une stimulation intellectuelle qui va retarder son sentiment de sommeil et du coup retarder l'horloge interne. Donc on appelle ça des Zeitgeber, ça vient de l'allemand, du premier allemand qui a découvert ça. Donc c'est des donneurs de temps. Mais la lumière, c'est le Zeitgeber le plus important qui va avoir le plus d'effet sur l'horloge interne qu'on a. Et ça se joue au plus profond de nos cellules, ça ? C'est vraiment comment ça se passe dans notre corps, cette histoire ? Ça va induire une expression de certains gènes qui vont interagir avec d'autres gènes, réprimer ou induire l'expression encore d'autres gènes. Et c'est au niveau de l'expression génique au sein même des cellules, dans un noyau vraiment qui est situé à la base du cerveau, l'horloge suprachiasmatique, dans le noyau suprachiasmatique, et qui permet... Vous nous le dites très vite, mais c'est où là ? Ça se passe où, ça, le noyau dont vous venez de nous parler ? Ce noyau-là, il est vraiment à la base du cerveau, dans l'hypothalamus. Donc c'est vraiment au plus profond de notre cerveau que ce timing s'opère. Donc ça reçoit des informations directes de la rétine. C'est pour ça que la lumière est très importante pour la régulation du sommeil. Et ensuite, ce noyau, cette horloge centrale, va donner un tempo aux autres petites horloges centrales qu'on a aux autres horloges locales qu'on a dans l'organisme. Donc, on est régulé à tous les niveaux dans l'organisme, mais il faut ce tempo qui est principalement donné par la lumière. Donc là, il y a ce tempo, il y a aussi on le ressent dans notre corps, on sent la fatigue s'installer, comme s'il y avait quelque chose qui s'accumulait en nous. Qu'est-ce qui s'accumule quand la fatigue nous gagne ? Il y a 2 grands mécanismes qui régulent le sommeil. La régulation circadienne, donc autour du rythme jour-nuit, qui est influencé par les Zeitgeber. Et il y a aussi un autre mécanisme qui est lié au fait du temps d'éveil passé. Donc en fait, si ça fait très longtemps qu'on est éveillé, on va avoir une accumulation d'une certaine molécule, l'adénosine, peu importe. Mais voilà, plus on a été éveillé, plus cette molécule s'accumule et il faut aussi une pression de sommeil. Et c'est l'accumulation de ces 2 mécanismes qui vont faire qu'à un certain point, on est très très fatigué et on a besoin d'aller dormir. Donc il y a vraiment des niveaux qui augmentent. On peut mesurer en fait la fatigue à l'intérieur de notre corps en allant au cœur des cellules. Quand on fait de la recherche, ça nous arrive aussi de temps en temps de se placer justement à l'extérieur de cette contrainte et de l'alternance jour-nuit pour voir si on enlève l'effet de la lumière, qu'est-ce qui se passe sur le sommeil. C'est vraiment des protocoles classiques qu'on fait pour mieux comprendre le rôle du sommeil et pour voir du coup la composante homéostatique et pas circadienne. Donc c'est vraiment très, très important de jouer sur la lumière. Au sein de la grotte, on a eu un petit aperçu, mais finalement assez fugace, des expériences qui étaient menées. Par exemple, on les voit à un moment qui reniflent des petits flacons d'odeur et puis qui doivent dire ce que c'est. On les voit aussi. Ça faisait partie des protocoles. Quand on les voit seuls, face caméra, un peu comme dans certaines émissions de télé-réalité, dans ce qu'on appelle le confessionnal, où ils se livrent, où ils donnent leurs états d'âme. Si j'ai bien compris, ces images étaient prises à visée scientifique. C'était complètement confidentiel, et pour que ça puisse figurer dans le film, il a fallu qu'expressément ils donnent leur autorisation pour que quelques extraits soient diffusés. Mais là, ils avaient vraiment une parole libre qui restait confidentielle. Tout ça, c'est des bribes d'expériences qui ont été menées, mais quels étaient les protocoles ? Il y en a eu une 40aine, je crois, en fait.
Oui, alors on avait effectivement une cinquantaine même de protocoles menés par une trentaine de chercheurs affiliés à l'Institut HAI et d'instituts extérieurs, partenaires. On a vraiment voulu, et c'est ce qui est un peu compliqué parfois, quand on met comme ça des gens dans une condition aussi particulière, on a envie de tout regarder, de tout observer. Et trop souvent. Ouais. C'est-à-dire qu'on a tout envie de comprendre. Et donc on met plein de protocoles en place, puis chaque chercheur qui travaille avec nous dit « Ah ben attends, mais ça, il faut absolument l'observer, puis ça, puis ça, puis ça. » Puis on se retrouve des fois, et je dois dire que sur Deep Time, ça a été un tout petit peu ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec beaucoup de protocoles. Et puis à la fin, tu te dis « Waouh, maintenant, il faut analyser tout ça. » Il faut analyser tout ça. Il y en a pour des années d'analyse. Non seulement il faut analyser chaque protocole pour ce qu'il est, puis après, il faut les corréler les uns avec les autres et mettre des fois, je dis ça en rigolant, mais j'enferme les scientifiques dans une cave, dans une grotte aussi, pendant 24 heures pour dire maintenant, on ne sort pas tant qu'on n'a pas réfléchi ensemble à quelles sont les corrélations des systèmes avec les autres. Et là, on tombe dans un puissant fond, faut le dire, parce que il y a tellement de choses. Alors, pour maintenant il y a quand même des résultats, simplifier un tout petit peu. Oui, non, bien sûr. Pour simplifier un tout petit peu, il y a quand même ces 3 grands groupes de protocoles sur la physiologie, sur la cognition, sur le système social. Et on a donc des appareils, ça peut-être c'est passé un peu vite dans le film, on a un appareil qui est déterminant pour nous, c'est ce qu'on appelle un actimètre. Donc ça va calculer pendant les 40 jours tout ce que fait la personne. Est-ce qu'elle est debout, couchée? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle est éveillée? Voilà. Donc ça nous donne vraiment des marqueurs extrêmement intéressants. On a ensuite des systèmes de sociométrie, c'est-à-dire qu'on regarde qui est avec qui à quel moment, ça aussi l'éthologie. Et ça nous permet de déterminer déjà le contexte social. Et là, on a des résultats extrêmement intéressants, certains ont déjà été publiés en éthologie par Carole Tafforin, Jérémy Roumian et moi-même, mais surtout Carole Tafforin. Sur justement cette horloge sociale qui va être créée par ce fameux soleil qu'on allume ou qu'on éteint. C'est assez intéressant. On a une très très belle étude sur le système justement de coordination d'équipe. Il y a une thèse entière qui a été faite par Jérémy Roumian qui est sortie en 2022. Donc là, on a vraiment une information sur la coordination sociale. Sur la notion cognitive, il y a des choses fabuleuses. Je ne vais pas pouvoir aller tout dans le détail et on reparlera de la liberté à la fin parce que ça, c'est vraiment la découverte la plus étonnante de cette grotte. On a des vraies modifications cognitives. Il y a une chose extrêmement intéressante, c'est des zones qui se sont développées ou atrophiées dans le cerveau. On a 8% de masse grise qui a une évolution quelconque dans le cerveau. C'est énorme en 40 jours. Ça sera publié en décembre. Et il y a une chose intéressante, c'est qu'on commence à voir émerger une information forte, c'est que dans la vie de tous les jours, vous êtes bombardé d'informations, que ce soit des informations volontaires ou involontaires, dans la rue, ailleurs. Et là, tout d'un coup, tout ça, on coupe ce bombardage informatif, cette infobésité, comme on l'appelle aujourd'hui. Et tout d'un coup, on retrouve effectivement une sensation d'apaisement et de bien-être. Et dans tous les protocoles qu'on avait mis en place, vous savez, quand on fait des protocoles, on fait une hypothèse dessus. Le truc qu'on n'avait pas du tout mis une hypothèse, c'est la notion de la liberté. Pourtant, on a une personne qui travaille spécifiquement sur ça chez nous. Et effectivement, ce mot liberté va devenir, au fil du temps, dans ce fameux endroit où on parle face caméra, va devenir une récurrence et une occurrence de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils se sentent de plus en plus libres. Oui. C'est ça, ils se sentent de plus en plus libres et plus apaisés. Alors il y a quand même, là vous dépeignez quelque chose de presque un peu miraculeux. On voit quand même à mi-parcours qu'il y a un gros coup de mou, les interactions sociales qui diminuent, et puis finalement les gens un peu plus apathiques qui ont moins envie de se mettre en mouvement. Là-dessus aussi, il y a des expériences scientifiques, Armelle, sur l'effet de la lumière sur le moral. C'est ça qui joue. Qu'est-ce qui explique ce coup de mou au bout de 2 semaines? Ça pourrait, parce qu'effectivement, quand on est exposé à la lumière, non seulement ça synchronise notre horloge interne, mais ça va aussi réguler la sécrétion de la sérotonine, donc qui est important pour moduler ces émotions. Et effectivement, ça pourrait induire une sorte de dépression, une baisse de synthèse de sérotonine, associée un peu comme à la dépression saisonnière, qui est observée régulièrement à l'automne. C'est ça a des fondements scientifiques. Quand on parle de cette dépression saisonnière, quand on parle de luminothérapie, tout ça, on est dans le domaine de la science, là, quand on parle de ça. Et c'est pour ça que souvent on préconise chez ces personnes qui sont plus sensibles à la dépression saisonnière, parce qu'encore une fois, il y a des grandes variabilités entre les gens, il faut augmenter cette exposition à la lumière. Et dans les sociétés, c'est pas toujours évident. Donc là, pouf, on allume notre petite lampe, on fait notre luminothérapie, et ça permet de remonter un petit peu le moral et de passer le cap pour enchaîner sur une autre année. Donc peut-être que la prochaine grotte, faudrait mettre
Enfin, il peut y avoir ça. Ouais. Alors, on a d'autres explications pour expliquer aussi parce que maintenant c'est un mécanisme, ça fait 22 ans qu'on l'étudie et qu'on l'a bien modélisé. On a publié un article et un livre là-dessus en avril. En fait, que dans une situation nouvelle de vie, durant les premiers temps de cette mise en situation, le cerveau travaille de manière très excessive pour comprendre la nouvelle situation et comprendre tout ce qui se passe autour de lui et mettre en jeu en fait des nouvelles compétences et de nouvelles actions. Et comme l'a dit Cora, il y avait l'apprentissage de l'évolution de la spéléo, l'apprentissage du nouveau milieu, l'apprentissage de ça. Et ça crée une fatigue qui, elle, va intervenir à un moment donné et va faire que la personne va devoir se mettre en guillemets en pause. Et on le marque par deux choses extrêmement importantes. La première, c'est la perte de compétences mémoire. C'est-à-dire qu'on perd la compétence d'assimiler des mémoires vives et des mémoires à court terme. Ah oui. Qui est un peu associée à la dépression. Absolument, non mais tout à fait. Et la deuxième chose, c'est la désappétence à la volonté d'être en collaboration avec d'autres personnes. Ouais. Et ça, c'est deux marqueurs très forts qu'on voit dans toutes les situations et qui va durer un certain temps jusqu'à ce que des déclencheurs permettent de sortir de ça et qui peuvent en plus augmenter effectivement avec les phénomènes de sérotonine, de lumière et tout ça. Quoi. Et je me demandais aussi si ce temps-là n'était pas aussi associé au fait que progressivement les personnes se désynchronisent. Et du coup, il y a moins d'interactions possibles. Et comme on vient de le dire, les interactions sociales sont très importantes pour le moral, réguler le moral et tout ça. Et ça pourrait... c'est multifactoriel, c'est sûr, mais... Je voudrais aussi, avant de prendre quelques questions dans la salle, Armelle Ranciac, vous faire réagir à... C'est assez flagrant. Alors, c'est même un peu plus subtil que ça. Parce que si on regarde au bout d'une semaine, quand Mélusine sort prématurément avant tout le monde, en fait, le temps... Et les cycles sont plutôt plus courts, c'est-à-dire qu'elle pense être le lundi alors qu'on n'est que dimanche. Donc ça veut dire que le temps est passé plus vite, les journées sont passées plus courtes. Quand on arrive à la fin de l'expérience, c'est l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui ont été le plus vite sont à 30-31 cycles, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'avoir vécu 31 jours dans cette grotte alors qu'en fait ils y ont passé 40 jours. Donc les jours se sont allongés et pour le cas le plus flagrant, c'est 21 ou 24 cycles. Donc c'est la jeune femme que l'on voit se décaler de plus en plus dans la grotte. Comment on l'explique ? Parce que ça, les précédentes expériences montrent la même chose. Pour Michel Siffre, tout seul, le spéléologue qui avait fait ses expériences de pionnier, avait observé la même chose. Comment on explique que, sans soleil, nos journées se rallongent ? C'est quelque chose qu'on a déjà observé, effectivement. Notre horloge interne, elle a tendance à être plus longue que 24 heures. Ça, c'est quelque chose... On est programmé pour des jours de plus de 24 heures. Exactement. En fait, au fond de... C'est pour ça qu'on dit que c'est très important le matin, surtout, de bien s'exposer à la lumière pour vite resynchroniser notre horloge qui a besoin d'être, malheureusement, on n'est pas suisse, être mis à l'heure tous les jours. Ouais. Est-ce qu'on note des différences entre hommes et femmes sur la façon dont le sommeil s'organise ? Exactement. Alors, c'est des moyennes, parce qu'il y a des grandes variabilités inter-individus. Donc, il faut faire attention, il y a forcément que des cas uniques à chaque fois. Mais globalement, les femmes ont des horloges internes qui sont un petit peu plus courtes que celles des hommes. Et donc, elles auraient besoin d'aller se coucher un petit peu plus tôt. Et quand on est soumis à la pression du soleil et de l'alternance jour-nuit, dans nos sociétés, du coup, les femmes sont un peu plus en dette de sommeil que les hommes. Parce que, déjà que globalement, on a une dette de sommeil dans notre société. Ouais. On dort de moins en moins. Nos sociétés, on devrait dormir combien de temps pour être encore une fois, ça dépend de chacun, mais on recommande en moyenne 8 heures, alors qu'on est actuellement à 7 heures. Et en un peu plus d'un siècle, on a perdu 1h30 de sommeil, selon les études de l'Institut national du sommeil et de la vigilance. Donc c'est énorme. On est dans une société qui prône l'efficacité. Le sommeil devient un luxe. On oublie que c'est très important de prendre le temps de bien dormir, de comprendre comment ça fonctionne pour se donner les moyens de dormir dans des bonnes conditions, de mieux dormir, pour ensuite être plus efficace, avoir des interactions sociales aussi qui soient de meilleure qualité, et bien réguler aussi son stress et son humeur, parce que le sommeil, c'est pas qu'une récupération physique, mais aussi émotionnelle, et ça, on a tendance à l'oublier. Et le fait qu'il s'organise dans nos sociétés en une nuit, éventuellement une sieste, c'est plutôt positif d'ailleurs, une sieste, vous nous le confirmez, c'est plutôt conseillé. Le fait qu'il s'organise en une nuit, est-ce que c'est vraiment un besoin purement physiologique ou est-ce que c'est pas culturel ? Alors le sommeil a évolué avec l'évolution des technologies et l'industrialisation en France, et dans le monde entier d'ailleurs. Avant qu'on ait l'éclairage électrique, effectivement, on dormait en 2 temps.
premier sommeil, deuxième sommeil, interrompu par une période de veille de 3-4 heures. Là, par exemple, au Moyen-Âge, c'est comme ça que ça se passe. Exactement. La nuit n'est pas continue. On revient des champs ou du travail éreinté. Il n'y a pas de lumière électrique. On se couche tout de suite. Et au milieu de la nuit, on se réveille et on a un temps de vie sociale de plusieurs heures. Exactement. Et après, on va se recoucher. Ouais. Donc c'est vrai que ça, c'est une question que je posais en coulisses discrètement pour savoir si, une fois qu'on était coupé de cette alternance, est-ce que naturellement, on revenait vers ce sommeil en 2 temps ou pas? Réponse, Christian Clot. Parce qu'on imagine qu'ils ont eu envie de reproduire ce qu'on connaît, c'est-à-dire des nuits, et pas de se dire je vais faire des bouts de 4 heures, me réveiller quand ça ira mieux. Oui, alors non, ça s'est pas révélé de cette manière, en tout cas pour les 15 personnes qui étaient dans la grotte. On avait des nuits complètes et régulières sans réveil spécifique. Ce qui était intéressant, et Cora l'a dit tout à l'heure, c'est qu'effectivement, à un moment donné, quand on est fatigué, on va se coucher, et on a par conséquent un sommeil de qualité assez extraordinaire, parce qu'on va se coucher quand on a besoin de se coucher, en fait, parce que dans nos sociétés, comme ça vient d'être dit, on est un peu soumis à cette pression sociale de quand est-ce que je vais au lit, et la pression du soleil. Là, on va se coucher, on dort, et quand on se réveille, généralement, alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se rendormir un peu, mais on est plutôt bien et reposé, en fait. Moi, je crois que j'ai jamais été aussi reposé. Ah oui, c'est ça. Vous êtes sorti reposé. Ouais, quand même pas. Cora Sakharin. Puis après, promis, je viens vous voir. S'il y a des questions, levez la main. On va vous apporter le micro. Comme ça, on ne perdra pas de temps. Vous pouvez déjà vous manifester et on vous apporte le micro. Cora Sakharin, vous, c'est aussi l'après qui m'intéresse. Parce que, voilà, on a l'impression que c'était une expérience positive, que les gens étaient plus reposés en sortant qu'en entrant. Est-ce qu'il y a aussi une adaptation une fois que tout s'arrête? Vous ne faisiez pas partie de celles et ceux qui étaient en pleurs à la fin en disant je veux pas sortir, j'ai pas fini mon histoire là-dedans. Vous étiez quand même contente de sortir, mais est-ce qu'il y a quand même une petite réadaptation? Oui. Ouais. Combien de temps? Moi, j'ai mis bien 1 à 2 semaines. En fait, il y a énormément de choses à gérer à l'extérieur dont vous n'avez pas du tout besoin de vous occuper à l'intérieur. Par exemple, la manière de s'habiller. Moi, quand je suis sortie, en fait, on s'habille comme il y a toujours le même temps à l'intérieur de la grotte, il fait tout le temps la même température, on s'habille globalement tout le temps de la même manière. Et quand je suis sortie la première fois, je me demandais est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il va faire froid, est-ce qu'il faut que je prenne un pull. Ouais. Et comme donc, une sorte de nouvelle charge mentale qui revenait que vous n'aviez pas eue pendant 40 jours. Et donc j'ai mis mon pull, j'ai mis mon manteau, je suis sortie dans la rue et tout le monde était en t-shirt, quoi. et en fait il y a eu ça sur plusieurs choses, sur plein de choses, du genre quand on allait monter dans l'avion pour rentrer sur Paris et faire les IRM. Comment est-ce que j'organise mon sac? Est-ce qu'il faut que je mette des choses en haut du sac parce que j'en aurais besoin dans la journée? Et en fait cette projection, cet effort de dire dans 4 heures, il fera jour, de quoi j'aurai besoin, c'était un effort colossal. Donc j'ai tout fourré dans mon sac et je suis partie. Vous les avez suivis après? Parce que vous les avez complètement esquintés, complètement déréglés en fait. Christian le sait, je ne suis absolument pas comme ça. Et c'était vraiment beaucoup d'efforts de s'en préoccuper. On les suit à la sortie évidemment, déjà pour voir justement l'évolution. Et c'est contre-intuitif, mais ça c'est maintenant quelque chose qu'on a bien démontré sur toutes les études différenciées qu'on fait, c'est qu'il est plus rapide de s'adapter à une nouvelle condition que de se réadapter à une condition qu'on connaissait avant, en termes physiobiologiques. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif, c'est-à-dire qu'il faut un peu plus de temps pour revenir à la normale en fait. Alors on peut avoir plein d'explications là-dessus, on n'a pas le temps je pense de toutes les donner aujourd'hui, mais il y a la nouvelle condition de vie nous impose. En fait, on n'a pas le choix, on doit se réadapter. Quand on revient dans la condition qu'on connaissait, en fait, on a cette transformation qu'on vient de vivre et il y a des tas de choses qu'on remet en cause de notre quotidien jusque-là et ça crée des dérèglements qui sont assez étonnants et assez intéressants, mais ce sera le sujet d'un autre film. Oui, c'est vrai, il y a une suite alors. Allez, des questions dans la salle, il y en aura forcément, on n'a pas tout dit là avec les 40 minutes de discussion que l'on vient d'avoir. On vous écoute. Je crois qu'il y a déjà des micros qui sont arrivés. Alors levez-vous. La personne qui va poser la question, est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on vous voit? Merci. C'est où? C'est là? Allez-y. Bonjour. Bonjour. J'ai plein de questions. Commençons par une. Déjà, moi, j'avais entendu parler de ce projet au moment où il s'est tenu, donc je suis ravie d'avoir pu assister à la projection. C'était super intéressant. Et bravo à tous les participants. J'imaginais pas qu'il y avait autant de boulot à faire pour vous. Oui, j'ai
2 types de questions. Je vais commencer par la Vous sérieuse. me faites un peu peur avec votre classement de questions. Vous voulez pas poser la plus importante, puis après on circule ? Je vais commencer par la plus sérieuse. Allez, allons-y. Sur le constat de la perte de mémoire, donc c'est plutôt peut-être une question pour la scientifique, Okay. pour la perte de mémoire, est-ce que vous avez pu analyser ce fait-là et le rapprocher de la maladie d'Alzheimer, ou est-ce que c'est totalement différent? Allez, et une deuxième, et puis après on fera circuler. Vous avez le droit à une deuxième, allez-y. C'est gentil, merci. La deuxième, elle concerne l'alimentation. Est-ce que vous avez constaté que les gens continuaient à manger 3 fois par cycle, ou est-ce qu'ils ont mangé plus, moins? C'est intéressant comme question. Est-ce qu'il y a eu des prises de poids? Ou des pertes de poids. Ou des pertes de poids. Nous allons le savoir. Et ce qui va avec, est-ce que vous avez analysé les déchets organiques? D'accord. Alors, sur la mémoire d'abord, et puis ensuite on passera sur l'alimentation. Alors effectivement, il y a un lien très fort entre le sommeil et la consolidation de la mémoire. Et peut-être ce qui pourrait expliquer cette perte de mémorisation à court terme, c'est que comme les cycles s'allongent, on va dormir un petit peu moins sur ses acquis précédents, ce qui pourrait participer à un affaiblissement des capacités de mémorisation. Mais ça, voilà, c'est encore à mettre en relation avec les datas de chacun. Ou sinon, ça peut aussi être corrélé au fait que s'il y a une petite baisse, une petite dépression qui commence à s'installer, ça crée aussi des difficultés de mémorisation, de concentration. Ouais. Donc, c'est certainement multifactoriel. Ouais. Ensuite, de là à parler de maladie d'Alzheimer, je pense que la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment un phénomène qui est très long et qui s'installe sur des décennies. Et ce ne sont pas les mêmes mécanismes qui sont en lieu, et peut-être aussi... Alzheimer, c'est vraiment une neurodégénérescence. Il n'y a pas de réversibilité dans le cas d'Alzheimer, exactement. Alors que là, heureusement, pour la grotte, ils n'ont pas flingué leur mémoire. Vous avez eu des problèmes de mémoire, vous ? Vous pouvez parler dans le micro. Non. Ou alors je m'en souviens pas. Ou ni avant, ni après. Non. D'accord. Juste pour compléter, alors il y a ces phénomènes. Il y a un phénomène qui est aussi beaucoup plus basique entre guillemets, c'est que dans une condition nouvelle de vie, et ça on l'a observé, et maintenant c'est bien documenté. En fait, la nécessité de focaliser sur des besoins spécifiques d'apprentissage, de connaissances, fait qu'à un moment donné, la compétence énergétique du cerveau doit s'affecter sur des zones et n'a plus entre guillemets l'espace. Je pourrais vous en parler parce que c'est une question d'enzyme de glutamate dans le cerveau, n'a plus l'espace en fait pour aussi emmagasiner de la mémoire. Et le cerveau fait un choix en fait d'utiliser son énergie pour le nouvel apprentissage et pas pour les mémoires à court terme qui sont moins efficaces, parce que se rappeler ce qu'on a mangé au petit déjeuner n'est pas forcément utile pour pouvoir assurer sa survie dans le nouveau système. Donc c'est une question de survie que le cerveau met en place pour pouvoir s'adapter à son nouveau territoire. Alors ça répond à la mémoire, mais sur l'alimentation, est-ce que vous avez observé des gens qui mangeaient de façon pantagruélique ou au contraire qui ne mangeaient plus du tout ? Non, alors en 2 mots, parce je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions. En 2 mots, il y a une perte non significative ou une augmentation non significative de poids. Donc tout le monde, excepté une personne, s'est maintenu à plus ou moins 3% de son poids initial et de son taux de matière grasse et sèche initiale. Et pour la personne où ça s'est pas passé, c'était une perte ou une prise de poids ? Une prise. D'accord. Donc c'est non significatif. Donc en fait, on avait une alimentation qui était relativement régulière. On avait suffisamment à manger pour tout le monde. Les repas, finalement, étaient maintenus avec plus ou moins l'idée de 3 repas par jour pour la plupart des personnes, sauf que c'était intéressant parce que vous mangiez une fois le matin, vous mangez une deuxième fois, mangez une troisième fois, puis à un moment donné vous disiez c'est bizarre, j'ai de nouveau faim. Évidemment, quand vous avez une journée de 48 heures, bizarrement vous avez besoin de plus souvent manger que... Oui. Voilà. Mais ça peut être aussi une façon justement c'est ce que vous expliquiez, de garder le fil du temps et le timing en fait, le nombre de fois où on a faim, ça peut me donner un indice. Donc j'imagine que les personnes qui avaient tendance à avoir des longs cycles sont mis à avoir plus de repas et que ça a entraîné une persistance de ce cycle-là. Ça a renforcé ce cycle naturel intrinsèque. Vous voulez ajouter quelque chose ? Oui, en fait, il y a aussi le fait que quand vous êtes tout le temps décalé, en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui mange. Ah oui. Ça peut donner envie de tout le temps manger, ça pourrait inciter. En fait, on a quand même beaucoup grignoté, même si on a maintenu 3 repas par jour, en fait, il y a tout le temps quelqu'un qui est en train de cuisiner quelque chose qui fait envie. Et oui. Ah oui, donc il aurait pu avoir une prise de poids. En même temps, vous étiez plus actif aussi, peut-être. Oui, c'était le cas pour une personne qui a compensé en fait un certain stress par rapport à la situation par la nourriture. Effectivement, ça c'est pas nouveau comme système de compensation. C'est arrivé à une personne. Pour tous les autres, vraiment, c'est non significatif et c'est même assez surprenant. On s'attendait pas à ça.
Et puis il y avait aussi dans la dernière partie de la question, on a vu une des rares choses qui sortait de la grotte pendant toute l'expérience, c'était des barils d'excréments, parce que vous n'alliez pas entasser tout ça pendant 40 jours. Est-ce que c'était juste pour évacuer ou est-ce que vous en avez profité aussi pour analyser Non, alors en l'occurrence, on avait malheureusement, et ça c'est un grand regret, mais on n'avait pas d'analyse microbiologique dans la grotte. C'est une grande perte d'information parce que ça aurait été vraiment intéressant, mais là, en l'occurrence, non, et ce qui sortait était jeté. C'est un des ratés de cette expérience dans la manière de mener l'expérience que la gestion en fait des déchets organiques. Je vois des mains qui se lèvent. Allez-y, il y a quelqu'un de debout. Bonjour. Oui, bonjour, ce serait plus pour votre futur. C'est pour savoir si vous êtes capable de refaire cette expérience sur une période plus longue ou dans des conditions plus complexes, comme par exemple une plus petite grotte ou moins de luminosité. D'abord avec Cora Sakharin, est-ce que vous y retourneriez? Oui, mais pas dans la même grotte. Pas dans la même grotte? Enfin, j'aurais pas envie de vivre deux fois la même chose. Et une plus petite? Pourquoi pas? Oui. En fait, c'est pas tellement la taille. Enfin, si, je pense que la taille compte, mais c'est surtout le fait qu'elle ait l'ombrive, c'est très beau, quoi. Ouais. Alors j'ai deux réponses à vous donner. La première, bah oui, on y retourne l'année prochaine, donc on va le refaire. Ah ouais. Mais dans quelles conditions alors vous refaites exactement la même chose? Non, on va changer certains protocoles, mais on va garder en tout cas la même grotte. Pourquoi? Alors ça, c'est aussi, ça a été publié en juin aussi. En fait, pourquoi moi j'ai choisi cette grotte de l'Ombrive versus par exemple tout ce qui avait été fait par Michel Siffre ou par les Allemands Aschoff et autres qui travaillaient dans des tout petits espaces en pensant justement que ce serait plus simple de gérer. En fait, ils voulaient créer une condition où il n'y avait pas de réflexion autour de l'espace pour pouvoir se concentrer sur certaines études scientifiques. Et on a constaté que c'était en fait tout le contraire qui se passait. C'est-à-dire que l'espace trop petit génère en fait très vulgairement, on tourne en rond dans son espace et en fait il y a toutes les personnes sans exception à part nous sont sorties dépressives de leur expérience hors du temps parce que justement le système de vie était tellement contraint que les gens étaient très mal dans leur système de vie. Moi, quand je choisis l'Ombrive, je choisis justement une grotte qui permet une chose qui est fondamentale dans l'adaptation, et on le sait aujourd'hui, c'est la capacité de projection. C'est la capacité de se projeter un avenir, et justement la visite de la grotte et de la découverte d'un territoire est une projection mentale importante. D'où le fait qu'on gardera toujours des espaces agréables de vie, première chose, et qui correspondent à un univers qu'on peut découvrir. Armelle Rancillac, puisqu'il y aura une saison 2 de la grotte de Longrive, alors je ne vous redemande pas si vous êtes prête à y participer, parce qu'on a compris que ce n'était pas forcément votre truc, mais par contre, qu'est-ce que vous aimeriez voir tester? Qu'est-ce que vous aimeriez voir, j'imagine qu'ils sont en train de travailler sur les protocoles, qu'est-ce qui vous semble intéressant dans une prochaine expérience? Non, on ne découpera personne en morceaux, je tiens à le dire tout de suite. Quelques tranches de chaque cerveau. C'est ça. Une petite tranche de cerveau, ça. Non, moi je pense qu'effectivement les interactions sociales entre les gens et voir à quel point ça va prendre l'ascendance sur j'ai quand même envie de dormir, mais là c'est le moment où tout le monde est réveillé, et du coup les choix qui sont faits par l'individu, ça c'est quelque chose effectivement que je trouve très très intéressant. Et aussi de voir peut-être dans le choix des personnes, s'il y a des personnes qui, je sais pas, ont plus d'humour ou au contraire sont plus solitaires, à quel point ça va influencer la dynamique de groupe. Ça, je pense que c'est tout l'intérêt d'avoir un groupe, c'est d'exploiter ces interactions-là au maximum. Et je pense que là, c'est un vaste sujet, très compliqué. Mais le fait que ce soit, et heureusement, des volontaires qui participent à ces expériences, est-ce que ça biaise pas tout? Parce que finalement, parce que vous, ce qui vous intéresse, Christian, c'est de savoir comment l'être humain s'adapte face à de nouvelles circonstances. Là, vous n'avez que des volontaires qui ont signé pour s'adapter. Or, dans une société, voilà, si on imagine qu'il y a une catastrophe, tout le monde doit s'adapter, y compris ceux qui n'avaient pas signé pour. Est-ce que ça change pas tout? Ça change forcément des choses. Il y a des biais évidents, et comme dans toutes les recherches du monde surhumain, c'est-à-dire que la recherche demande des volontaires, et c'est normal. Moi, j'adorerais vous dire, alors, ce que vous ne savez pas, c'est que les portes de cette salle vont se fermer et qu'on va rester ensemble pendant 40 jours. Ça j'adorerais le j'adorerais faire. Aussi. Mais voilà. Assister, pas forcément le faire. Donc malheureusement, c'est un biais initial. Après, quand on travaille sur des longues périodes qui dépassent la semaine ou les 10 jours, en fait, on constate que petit à petit, les gens recréent leur vie à eux, et puis finalement oublient un peu qu'ils ont été volontaires, et puis finalement doivent vivre dans une condition X. Et
donc on retrouve des choses intéressantes. C'est pour ça aussi qu'on doit, et c'est ce qu'on fait, on doit absolument corréler ces études avec des systèmes de vie réels. Donc nous, on va étudier aussi des groupes humains qui sont confrontés à des changements qu'ils n'ont pas voulu. On travaille avec des personnes en migration, on travaille avec des personnes, on travaille au Mexique sur des personnes qui vivent des vagues de grande chaleur et autres, où là, en fait, ils n'ont pas choisi. Donc on peut les suivre dans cette condition et comparer en fait nos résultats aux leurs, avec une grande différence, c'est que nous, on a cette chance de pouvoir étudier les personnes avant qu'ils sont dans la condition et après. Alors que quand on étudie des personnes en vraie situation de vie, on étudie que le pendant et l'après, parce qu'évidemment, on va pas se dire « Ah, bientôt ils vont souffrir, on va pouvoir les étudier ». C'est évidemment quelque chose qu'on peut pas faire. Et on ne sait pas forcément qui va souffrir. Voilà. Après, on sait que le cerveau, il s'adapte tout le temps. Hein. Ouais. Et plus que est-ce que c'est une démarche volontaire ou pas, je pense que ce qui est intéressant de regarder, c'est l'adaptation en soi. Je ne pense pas que de ne pas être volontaire, ça aurait changé les... Et la dimension psychologique, l'état dans lequel on est au moment de s'adapter, joue pas un petit peu quand même ? Forcément, tout joue, mais je pense que c'est vraiment minime par rapport à l'adaptation qu'on pourra en tirer ensuite. Donc, Y a-t-il une question dans la salle ? Je vois plein de mains qui se lèvent. Allez, on va y aller. On vous écoute. Vers le début de l'expérience, vous notez que les cycles sont différents pour chaque personne. Quel est l'écart, la durée maximum entre deux écarts de cycles par personne ? Alors la réponse est pas tout à fait évidente telle qu'est posée la question, mais je comprends la question. Alors je vais plutôt vous donner des différences de système de cycle. Le cycle le plus long pour une personne a duré 70 heures avec 50 heures de veille et 22 heures de sommeil. Ça c'est incroyable. Mais la personne qui a fait un cycle, donc une journée qui a duré 70 heures, avait conscience d'avoir eu une journée particulièrement longue, ou pour elle, non. Oui, si. Il y avait quand même une conscience que, parce que cette personne, après on a tous fait des cycles longs, mais ce cycle-là est vraiment particulier, voit des personnes se réveiller, partir se coucher, revenir de nouveau réveiller. Il y a un moment donné, on se dit, quand même. Soit ils sont tous hyper soit ils ont tous des cycles super courts. Voilà. Et le cycle le plus court a duré 9 heures. Même un peu plus court d'ailleurs, il est derrière 7h30, mais on a un doute sur les chiffres. Donc voilà, on a des énormes différences, mais ce qu'il faut bien comprendre, et ça a été très bien dit tout à l'heure, c'est que il y a des énormes différences individuelles, c'est-à-dire que on peut pas corréler tout à fait les choses parce que chaque personne a eu des cycles très longs et très courts. On a tous fait des cycles à des moments de plus de 50 heures, avec des périodes de veille de 40 heures, 45 heures, et des périodes très courtes. Et ce qui est édifiant et ce qui moi m'a beaucoup surpris dans les données sommeil qui sont très compliquées dans l'analyse, c'est qu'en fait il n'y a pas deux cycles similaires. Par personne, même sur une même personne. Pour la même personne. Et ça, c'est... Ouais, alors ça pose quand même une question, parce qu'on nous dit, et vous la première, Armelle Rossillac, qu'il faut c'est conseillé de se coucher toujours à la même heure, d'avoir des cycles réguliers, de se réveiller, d'essayer pour être le plus reposé et se faire le plus de bien et vieillir le mieux, de se coucher aux mêmes heures et de se lever aux mêmes heures avec des temps suffisamment longs de repos. Là, on se rend compte que livrés à eux-mêmes, ils n'ont pas du tout fait ça, et finalement, ils étaient plus reposés en sortant. Oui, mais c'est différent, c'est qu'eux, ils ont la possibilité de dormir quand ils veulent, aussi longtemps qu'ils veulent. Nous, là, sauf preuve du contraire, on a la contrainte du jour et de la nuit et d'aller travailler le lendemain. Oui, mais alors donc, quelqu'un qui n'a pas d'horaire, qui travaille en freelance ou qui est en vacances, qui n'a pas d'horaire fixe, il pourrait se coucher à n'importe quelle heure et se lever à n'importe quelle heure, il ne serait pas plus fatigué Complètement. Ah oui. Mais si on veut bien dormir et arriver à s'endormir dans un temps pas trop long, si on veut avoir un sommeil qui soit très récupérateur, pendant juste 8 heures, parce qu'on n'a pas le temps de faire des grasses mat tous les jours, et que c'est même pas très recommandé de faire des longues grasses mat. Si on est très fatigué, il vaut mieux faire une petite sieste, justement pour garder ce rythme et entraîner notre organisme à bien dormir à des heures bien définies. D'accord. Parce qu'effectivement, comme on n'est pas du tout programmé pour vivre sur des cycles de 24 heures, il faut renforcer ces cycles et ces inputs qu'on peut avoir, ces Zeitgeber, pour avoir un sommeil le plus profond et efficace possible. Donc grasse mat déconseillé, mais la sieste beaucoup plus conseillée. C'est les deux conseils du... Voilà, mais pas trop tard dans la journée la sieste. Après, il y a quand même une chose qui est intéressante, et c'est une des plus grandes découvertes telles quelles sur cette expérience-là, c'est qu'il y a quand même une chose qui est régulière chez tout le monde et qui est déterminante, c'est le pourcentage. C'est qu'en fait, les personnes ont gardé toujours un pourcentage de veille et de sommeil similaire. Et ce pourcentage veille-sommeil qu'on avait dans la grotte est similaire au pourcentage veille-sommeil que les personnes avaient
dans leur vie de tous les jours en dehors de la grotte. Donc, si je dors 20 heures, je reste réveillé 20 heures. Voilà, c'est ça que vous si on dort effectivement, si on a l'habitude de dormir 8 heures et d'avoir 16 heures de veille, donc on a 33% de sommeil et 66% de veille, et ben finalement ça, c'est resté vrai pour les personnes qui avaient ce rythme ou les personnes qui avaient 2/5 versus voilà. Donc ça c'est quand même super intéressant. Ça voudrait dire, enfin là on est en train de toucher aussi du doigt quelque chose de fort hein, sur le fait que si on arrive à maintenir un pourcentage régulier, on est quand même pas si mal. Mais c'est évidemment difficile à faire dans la vie de tous les jours compte tenu de la compétence sociale, quoi. Évidemment. Question dans la salle, oui, bonjour. Bonjour. Alors moi, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi 40 jours. Est-ce que... Enfin, j'imagine que c'est pas... Vous vouliez qu'il reste plus longtemps dans cette grotte? Non, mais justement, j'imagine que c'est pas tout à fait au hasard. Est-ce que vous aviez un présupposé de temps minimum pour une efficacité et des effets observables, voilà, voire à l'inverse une efficacité ou un risque trop grand pour l'état de santé physique ou mental des individus. Est-ce que voilà. Oui, bonne question. Oui, la durée est évidemment très réfléchie. Je pense que ce serait intéressant de faire l'expérience sur 70 jours, 60-70 jours, mais après c'est difficile aussi, comme on prend des personnes de la vie de tous les jours, donc leur dire faut que tu te mettes en arrêt pendant 2 mois, 3 mois, c'est plus compliqué que dire 40 jours on arrive à gérer avec les vacances, les machins et tout ça. Et puis peut-être avec quand même des séquelles plus... Enfin, séquelles, non, alors, le mot est fort, mais au bout de 70 jours, non, alors, pas forcément. Parce que pourquoi on a choisi 40 jours? C'est pour une raison très simple. Aujourd'hui, avec les études modernes, et ça a été par rapport aux sous-mariniers, à l'ISS, à ce qu'on fait nous et tout ça, on a tous la même conclusion. Le temps adaptatif d'un humain à une nouvelle condition de vie à partir du moment où l'acceptation existe, donc l'acceptation elle existe forcément pour les personnes qui rentrent de manière volontaire, c'est environ 36 jours. Et ça, c'est un chiffre qui aujourd'hui devient assez posé comme étant un cycle adaptatif de l'ensemble du système physio-cognitif d'un humain face à une nouvelle condition de vie. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que quand on reprend tous les textes fondateurs de l'humanité, que ce soit les textes bibliques ou coraniques ou Bhagavad Gita autres, que ce soit les textes philosophiques, il y a toujours une notion de 40 jours qui ressort, 40 jours du bien, 40 jours de lutte du bien et du mal pour Bouddha, pour finalement créer le bien, 40 jours de traversée du désert, 40 jours dans la grotte pour Mahomet, 40 jours du déluge, et ainsi de suite. Donc on se dit, si les ancêtres qui observaient l'humain de manière empirique, mais qui l'observaient quand même, ont déterminé cette idée que 40 jours c'était un temps de changement et de nouvelle vie, entre guillemets, c'est peut-être pas tout à fait anodin par rapport à nos découvertes modernes avec les appareils qu'on a aujourd'hui qui disent environ 36 jours. Donc je pense que 40 jours est un temps intéressant. Maintenant, par contre, ce qui manque et ce qui serait fabuleux, c'est de pouvoir faire un double cycle. C'est-à-dire qu'on a ce premier cycle de 40 jours, ok, il y a une préadaptation qui se crée. Ce qu'il faudrait, c'est pouvoir faire les 40 jours suivants pour voir quel est le nouveau cycle qui se crée. Et là, ce serait fabuleux. Pour la prochaine expérience que vous allez faire, ce sera un cycle de 40 jours ou 2 cycles de 40 jours? On n'a pas encore tout à fait décidé ça. Si on veut suivre ça, ou même, je ne sais pas, dans la salle, si des gens veulent participer à ce genre d'expérience, bon, vous avez un site internet, c'est par là qu'on vous contacte ou c'est quoi? Comment on candidate? Oui, alors il y a plusieurs solutions. Il y a le site du Human Adaptation Institute, adaptation-institute.com, ou mes réseaux personnels, Christian Clot. Après, quand on va faire des expériences, on lance des appels. On lance des appels à la radio, à la télévision, dans les journaux et tout. Donc voilà. Donc vous pouvez candidater. Mais peut-être avant de le faire, et c'est pas pour faire de la pub, mais je vous recommande quand même de lire les 2 derniers livres, Deep Time, 40 jours sous terre, et les clés de l'adaptation humaine qui vient de sortir, parce que ça donne beaucoup d'informations et ça questionne quand même sur la volonté qu'on a ou non de participer à ce genre d'expérience, parce qu'il y a tout le merveilleux, mais il y a aussi toutes les contraintes autres qui sont là, et il faut quand même l'accepter, quoi. Mais il n'y a pas un risque d'être trop informé et du coup d'être influencé dans son comportement? Objectivement non, parce qu'une fois qu'on est plongé dans l'expérience, c'est l'expérience qui prend le dessus, et je dirais on vit. L'humain a cette faculté fabuleuse d'être rattrapé par la vie et de voir créer sa vie par rapport à la condition qu'il existe au moment où il la vit, et finalement tout le reste est en sous-main, quoi. Alors je signale juste que justement dans un instant il va y avoir les dédicaces, vous allez pouvoir les dédicacer ces livres, donc même si vous n'êtes pas candidat et que vous avez envie de lire le livre, vous n'êtes pas obligé de signer pour vous engager dans l'aventure. Un mot quand même, je voulais savoir, vous, qu'est-ce que ça vous a appris sur vous de participer à cette expérience? Est-ce que ça vous a appris quelque chose sur vous? Est-ce que vous êtes sorti un peu transformé? Non, je crois pas. Ça a confirmé certains choix que j'ai fait dans ma vie. C'est-à-dire que c'est des choix qui étaient en maturation auparavant et qui derrière se sont concrétisés assez vite. Mais je pense que ça aurait été du même acabit que si j'étais partie
un peu longtemps en voyage quelque part, ou quand vous revenez, vous n'avez pas envie de reprendre votre vie exactement là où vous l'avez laissée. Donc ça a confirmé, ça a cristallisé des choses, mais ça n'a pas été une révolution non plus. Quelque part, ma personnalité n'a pas changé. Bon, très bien. Un grand merci à tous les trois. Et puis donc, rendez-vous à la librairie pour la dédicace. Merci à vous d'avoir été là, en tout cas. Merci beaucoup.